Donc bonsoir à tous et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette séance de lancement d'un projet appelé Paroles de confinés, porté par deux laboratoires de recherche de l'Université de Bourgogne. Tout d'abord, le laboratoire TIL, Texte, Images, Langage, qui abrite une petite équipe d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur l'intime, et le laboratoire PsyDREPI, qui, lui, est, comme son nom l'indique, orienté sur la psychologie. Je tiens avant toute chose à dédier cette soirée à notre collègue Cécile Iglesias, qui est à l'origine, à l'initiative de ce projet, et qui ne peut malheureusement pas être présente ce soir pour des raisons personnelles. Cette soirée, elle est à l'image de ce qu'est ce projet, c'est-à-dire un projet plurivalent, au sens où il approche la question du confinement de différents points de vue. Le confinement dont il s'agit est le confinement de mars 2020, dont nous fêtons, entre guillemets, l'anniversaire ce soir, puisque le 17 mars 2020, nous rentrions en confinement. Alors le premier point de vue sur le confinement que nous allons avoir, c'est celui de chacun de nous, nous qui avons vécu ce confinement intimement, directement. Alors tout d'abord, le premier matériau de base, ce sont des témoignages qui rendent compte d'un vécu, qui ont été collectés dans plusieurs endroits de la ville par le biais d'un questionnaire auquel tout le monde pouvait répondre. Et d'ailleurs, sur les programmes que vous avez, qui vous ont été distribués, vous avez un QR code qui renvoie à ce même questionnaire qui a été mis en ligne. Et nous vous invitons, parce que ce sera un matériau de recherche ultérieurement, à répondre à ce questionnaire si vous le souhaitez. Donc, premier témoignage, on va dire verbaux, premier témoignage de ceux qui ont vécu tout comme nous, ce confinement. Et puis, il y a un deuxième matériau de première main également, témoignage direct sur ce confinement, qui sont des photographies. Et c'est des photographies qui ont été prises sur le vif, au jour le jour de ce fameux confinement. Et ils ont été pris par les photographes amateurs de l'atelier photographique d'une association qui se trouve à D, APCSD, j'y arrive, Association Postscolaire Culturelle et Sportive de D. Et donc, dans un premier temps, nous aurons ce soir une intervention de Monsieur Revon, qui est le président de cette association et qui va vous présenter un petit peu le travail de tous les photographes qui appartiennent à l'association. Le second point de vue que nous souhaitons porter sur ce confinement, cette expérience, c'est un point de vue artistique. Ce moment que nous avons tous vécu il y a 2 ans, ce moment de mise entre parenthèses, a été souvent un moment de créativité intense pour nous confinés. Certains parmi nous se sont mis à la peinture, d'autres se sont mis à cuisiner, ont suivi des tutos en ligne pour faire ceci ou cela. D'autres, dont je suis, ont participé au Getty Challenge pour essayer de mimer des tableaux des grands maîtres de la peinture internationale. Mais on se pose la question de la créativité des artistes. En quelle manière a-t-elle été influencée, affectée par le confinement ? Alors nous tenterons de répondre à cette question à travers le travail d'une artiste qui nous a rejoint ce soir, Edna Peza Ramirez, qui est artiste plasticienne mais aussi chercheuse à l'Université de Paris, spécialiste des espaces publics et des sentiments d'insécurité et de la perception des espaces publics en général. Vous avez vu ses œuvres en arrivant dans le foyer de cette salle et donc elle va nous expliquer un petit peu son travail sous la contrainte du confinement. Le troisième et le dernier point de vue que nous porterons sur ce confinement, c'est un point de vue scientifique. Cette soirée, elle est le démarrage d'un travail qui va s'amorcer par les équipes
des 2 laboratoires de l'université dont je vous ai parlé. Donc le laboratoire TIL, et là ce sont des enseignants-chercheurs travaillant sur l'intime qui vont porter attention à tous les témoignages que nous avons recueillis, et puis des enseignants-chercheurs du labo, donc PsyDREPI, des psychologues. Et donc, eh bien, c'est un travail sur quelques années qui se lance. Leurs résultats seront publiés ultérieurement, soit dans des revues scientifiques, soit peut-être via des articles de vulgarisation. Et donc, ce 3e temps de ce projet que nous lançons aujourd'hui, il vous sera présenté par ma collègue et amie Sylvie Crinquant du laboratoire TIL et François-Xavier Maillot du laboratoire PsyDREPI. Je ne serai pas bien plus longue, mais avant de conclure, je tiens à remercier le Consortium Museum qui nous accueille aujourd'hui, et puis aussi les équipes audiovisuelles de l'UB qui assurent la captation de cet événement. Donc ce soir, nous sommes entourés sur le plan technique par Éric Paul, François Salisson, Élodie Perret et Pauline Mouret. Donc je les remercie infiniment aussi pour leur aide. Voilà, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vais accueillir Monsieur Revon, donc président de l'association, donc je vais essayer de la dire correctement cette fois-ci, c'est APCSD. Je ne suis pas président, je suis simplement animateur bénévole d'une activité de animateur bénévole, donc voilà. Donc ce que va faire Monsieur Revon maintenant, c'est de vous présenter eh bien toute la démarche qu'ont eu l'ensemble des photographes de cet atelier photographique, et puis il vous présentera, et il vous le redira mieux que moi, un diaporama qui rend compte un petit peu d'une sélection des clichés qui ont été pris donc en mars 2020. Je vous cède le micro, Monsieur Revon. Merci beaucoup. Merci Madame la doyenne de nous accueillir ici. Dans cette salle, il y a déjà pas mal de photographes qui ont travaillé sur les panneaux qui sont ici. Vous pourrez les rencontrer tout à l'heure après, si vous le souhaitez. Ils pourront vous dire ce qu'ils ont ressenti quand ils ont pris l'appareil photo pour s'exprimer. Je pense que ce sont eux qui sont à même de dire les choses comme ils les ont écrites, ces choses-là, avec leur appareil photo. Alors, simplement, je vais faire très court. On va passer au diaporama. Je remercie donc l'université qui nous a fait confiance. Et c'est pour nous aussi, tout l'atelier, un plaisir et une passion de pouvoir montrer le travail qui a été fait, puisque vous l'avez dit, les photos ont été faites entre le 17 mars et le 3 septembre. Elles font la suite en fait, d'un travail qui a été fait pendant toute l'année 2019, une photo par jour, par 15 photographes. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, sans exception, j'ai bien dit sans exception, les photographes ont fait une photo. Et on les a montrées, ces photos, en 2020, en février 2020. Et un mois plus tard, il y a eu cette histoire qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Donc, l'atelier a accepté de continuer le travail qui avait été fait pendant toute l'année 2019. On travaillait par binôme, au cas où quelqu'un est malade ou quelqu'un est absent. La photo était faite. Il y avait 24 heures pour faire la photo, une journée. Et donc, ils ont tous accepté de continuer cette expérience. Et c'est celle que vous avez, vous, choisie, parce que les images qui sont ici, je précise que ce sont les enseignants-chercheurs qui ont décidé de ces photos, qui sont issus de cet ouvrage. Il y a 360 photos, et ici, il y en a 107. Donc, ce sont vos enseignants-chercheurs qui ont fait le choix des photos qui sont ici. Je le précise parce que c'est important par rapport à la chronologie de ce qui va être présenté. Voilà. Je vous remercie. Et maintenant, je passe, si vous me permettez, au pupitre. Alors, la dernière chose que j'ai à dire, c'est que ce diaporama est un diaporama dans le silence. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de commentaires. Il y a une image et une petite légende en bas de l'image. Cette démarche est volontaire et souhaitée pour que tous ceux qui sont ici puissent regarder les images sans avoir besoin d'un commentaire. Et ce qui plus est, vu le sujet traité, je pense qu'il faut du temps pour voir et pour rentrer dans ce que nous avons vécu il y a 2 ans.
Je précise simplement qu'il faut à peu près une quinzaine de secondes par image pour avoir le temps de regarder et de lire quand il y a un petit texte. Si jamais vous ne voyez pas la légende du bas, je ne sais pas, ceux qui sont au fond, ça doit être compliqué, il me semble. Mais bon, je peux le dire, mais ce n'est pas forcément nécessaire peut-être. Pardon? Oui. Je disais que vous voyez peut-être pas du fond de la salle la petite légende qui est en dessous, je ne sais pas. Si vous voulez, je peux la lire, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire. C'est vous qui décidez.
Merci, j'espère que, j'espère que vous avez eu le temps de regarder les images. Voilà, je ne veux pas prendre la parole, je vais laisser la parole au suivant. Après, quand ça sera tout fini là-bas au fond, si quelques-uns veulent poser des questions, il y a les photographes, une partie des photographes qui sont ici, qui ont fait le travail, donc vous pourrez discuter avec eux. Et si vous souhaitez éventuellement prendre le bouquin, il est là, j'en ai amené quelques exemplaires si ça vous intéresse. Dedans, il y a toute l'histoire de ces 6 mois de vie particulière. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Revon, pour ces images qui nous ont tous replongés dans une période qu'effectivement on a vécue, parce qu'il était question de confinement, il était aussi beaucoup question de liberté. Et voilà, on a été tous à chercher quelques coins de liberté. J'ai trouvé la créativité dans plusieurs images dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai été notamment sensible à l'image sans sortir, un jeu de mots auquel je n'avais pas pensé. Et puis aussi un petit mot sur la porte d'un restaurant, rendez-vous dans une nouvelle vie. Effectivement, on est peut-être dans une sorte de nouvelle vie parce qu'on a tous été marqués par cette expérience. Et voilà, et le travail qui va être fait par nos collègues chercheurs nous permettra peut-être de mieux comprendre en quoi voilà, ce confinement a fait bouger les lignes. Alors, je suis très heureuse maintenant d'accueillir une artiste, Edna Pézard-Ramirez, qui arrive de Paris, qui est chercheuse, comme je le disais, et puis qui a mis à profit le temps du confinement pour faire bouger les lignes de sa création. Comme je le disais, vous avez vu à l'entrée donc de la salle 4 de ses œuvres, et donc elle va nous parler un petit peu de son travail. Voilà, donc Edna, je vous confierai le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Un peu pour le contexte, j'ai fait il y a quelques mois une première partie de cette exposition dans le cadre d'un colloque qui n'avait rien à voir avec le confinement. C'était un colloque sur méthodologie participative de la recherche et à ce moment-là, les organisateurs voulaient mettre en œuvre quelque chose de plus créatif. Donc, j'ai apporté ce côté créatif et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le titre de mon exposition, c'est « Histoire de papier et de confinement ». Bon, quelque chose sur moi. Je suis architecte urbaniste de formation. Et ces dernières années, je fais de la recherche sur, comme évoqué tout à l'heure, sur les sentiments d'insécurité, les pratiques quotidiennes et l'espace public. Donc, vraiment, l'espace public, c'est mon métier. Mais pour ce qui concerne mon travail en tant qu'artiste, ma matière première, c'est les papiers. J'ai choisi les papiers parce qu'on a tous un morceau de papier à la main, non? C'est très commun. On dirait que ça peut être quelque chose d'éphémère, de flexible, très littéralement. Mais on peut se faire du mal avec, on peut se couper avec du papier, et ça c'est très douloureux avec les gels hydroalcooliques. Et en tant qu'architecte, bon, on nous apprend à l'école d'architecture d'abord à s'exprimer avec du papier. Pas forcément pour faire des structures avec, mais pour dessiner avec du papier, même si au présent, on fait tout avec l'ordinateur. Et en tant que chercheuse, bon, le papier est indispensable. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter 4 histoires. D'abord, une histoire d'espace public, une histoire d'animaux, et finalement, 2 histoires de recherche. Donc, une histoire d'espace public. Comme je vous ai dit, mon métier, c'est l'analyse de l'espace public et les relations des gens avec. L'espace public nous parle beaucoup. Peut-être vous vous rappelez, comme on l'a vu tout à l'heure dans les images que notre expositeur nous a montrées, les espaces publics nous disent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans notre communauté.
Donc, au départ, on a vu dans les médias beaucoup de ces images, des espaces très, très iconiques, normalement, qui sont bondés, plein de gens. Mais là, il y avait quelque chose de bizarre. Il y avait quelque chose de photogénique même. Des espaces iconiques, mais sans personne. Donc, l'espace public est devenu un espace interdit. Et en tant que tel, pour moi, c'était très intéressant de voir ce type de changement. J'ai eu la chance d'habiter ici, juste en face d'un parc public. Donc, de voir comment les gens... bon, ces parcs publics étaient fermés. Donc, il y avait des gens qui ne savaient pas. Et parfois, ils se rendaient à la porte du parc. Ils disaient « Ah mince, je pensais que c'était ouvert. » Ou ils faisaient un peu le sport à côté du parc. Et les gens, évidemment, ils ont remarqué des choses. Moi, j'ai continué à faire mes travaux de recherche, cette fois-ci, soit en sortant par des petits moments pour rencontrer des gens dans la rue, ou soit par des réseaux sociaux. Et donc, pendant cette période de confinement, les gens ont des réflexions qui sont sorties de ces interlocuteurs. C'était qu'ils se sont rendus compte de la manque de verdure dans leur habitat. Et ce type de réflexion on a mené à ce premier projet. Il y a eu une autre réflexion qui est sortie de là, que c'était de nos chaussures ont pris aussi une pause. Pas besoin de se mettre des chaussures, on était à la maison. Donc, voilà le premier projet. Moi, j'ai pris un peu de cette inspiration de la nature, de ce qui nous manquait, et cet autre élément qui a pris son pause. Et j'ai décidé de les confiner aussi dans une boîte de chaussures. Il y a aussi de la cellulose, évidemment, mais il manque un élément essentiel, que c'est la couleur. La deuxième histoire, c'est une histoire des animaux. Donc, vous vous rappelez de ce document. Est-ce que vous avez rempli ce document? Est-ce que vous avez imprimé les documents? Donc, à travers de ces interactions avec les gens, une autre remarque qui exprimait les interlocuteurs, c'était que c'était beaucoup de gaspillage de papier. Heureusement, il y avait aussi les PDF, mais c'était aussi parfois difficile, surtout pour les personnes plus âgées. Pour eux, c'était plus pratique d'imprimer plusieurs fois et les remplir à chaque fois. Et donc, avec mon collègue dans ce projet, on s'est dit, bon, ça sera bien de ramasser ces documents. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec, mais on ne savait pas encore quoi. Et encore une fois, l'idée, c'est venue des réseaux sociaux. Vous vous rappelez de ces images qui ont été un peu choquantes et qui parlaient sur la reprise de la nature, notamment des animaux, des espaces urbains. Et c'était très intéressant de voir la manque de méfiance de certains animaux dans un espace qui est normalement un espace humain. Et voilà l'inspiration de ce projet. On a décidé de faire des lapins d'origami avec les attestations de déplacement dérogatoire. Pourquoi des lapins? D'abord parce qu'en origami, c'est très facile de faire un lapin. Je vous invite à essayer, c'est très facile. Et en plus, parce que le lapin, c'est normalement un animal très craintif. Mais ce n'était pas le cas pendant le confinement. Donc, on a décidé aussi de faire une invasion d'un espace intime. Donc, ça, c'est mon salon. Et ça, ce sont les escaliers des bâtiments des appartements où j'habite. Donc, on a inondé les salons avec des lapins en origami. Heureusement, mes voisins n'ont rien dit. Ils ont été très curieux aussi. Mais aussi, en tant que chercheuse, évidemment, cette activité de lapin d'origami, je l'ai transformée aussi dans cette petite aventure de la première fois que je suis venue à Dijon, invitée à faire une activité créative, surtout en lien avec la recherche participative. Donc, c'est ça que je fais. On a les lapins confinés et
on a des carrés à côté qui représentent les différents espaces dans une maison. Et les personnes qui sont venues à l'exposition, on peut prendre un petit lapin et le mettre dans la chambre où ils sont passés la plupart du temps pendant le confinement. Et c'est ça que vous allez pouvoir faire à la fin de l'exposition. Finalement, il y a deux histoires de recherche avec deux chercheurs, dont mon mari et moi. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des chercheurs dans la salle, des personnes qui ont de l'expérience à faire en mémoire de master, en thèse ou en travaux de recherche en général? Levez les mains. OK. Super. OK, donc on va bien comprendre de quoi je parle. Donc, est-ce que vous avez avancé vos travaux de recherche pendant le confinement? Bon, c'était le cas de plusieurs personnes. Cette période de confinement a beaucoup bouleversé notre normalité. Parfois, on n'avait pas les ressources nécessaires pour mener notre recherche à la maison. Moi, je sais que je ne l'avais pas parce que ma ressource principale de recherche, c'était l'espace public. Donc, vous imaginez que de m'interdire de sortir à l'espace public, c'était un challenge. Donc, j'ai dû transformer la façon dont je me suis approchée à mon sujet de recherche. Évidemment, en sortant de petit à petit, mais aussi en basculant ma recherche sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait beaucoup de l'ethnographie numérique et moi, j'ai fait beaucoup aussi de la recherche comparative des espaces de Global North, Global South. Je suis franco-mexicaine, donc c'était très intéressant de voir ces deux côtés de comment on a vécu le confinement, dans deux contextes qui sont très contrastants. Donc, d'un côté, en France, on avait ce sentiment de on est confiné, ça change beaucoup notre quotidien, comment on va s'en sortir, comment on va faire. Et moi, je voyais de le côté mexicain que c'était juste une petite chose, dans le sens où l'informalité dans ces contextes a été impactée. Pourquoi? Parce que la vie se déroule beaucoup dans l'espace public. Et donc, pour beaucoup de personnes qui habitent au Mexique, la normalité, ça n'a pas beaucoup changé, autre qu'il fallait sortir, mais avec des masques, avec des gants, avec beaucoup de peur, mais il fallait faire avec. Donc, je voulais juste surligner que je fais partie d'un groupe très, moi je dirais, privilégié, de pouvoir rester à la maison, de pouvoir prendre toutes ces mesures et essayer de l'intégrer dans mon quotidien. Donc, toutes ces mesures intégrées dans les travaux, dans mon métier de recherche. Donc, chez moi, bon, mon mari et moi, on était à l'époque tous les deux chercheurs, doctorantes. Moi en géographie et lui en statistique. Donc, rien à voir. Et lui, il travaille aussi beaucoup avec du papier, surtout pour faire des notes. Donc, ces deux projets dont je vais parler ont pris à peu près 4 ans à aboutir. Pourquoi? Parce que ces tas de papiers que vous voyez là, ce sont les notes que mon mari a faites, comment dire, dérivations statistiques, mathématiques, tout ça. Parce que pour lui, ça coule mieux au papier. C'est plus facile Lui, il dit qu'il réfléchisse avec les mains. Donc, on a envisagé de présenter sa recherche comme si c'était une plante qui pousse. Une plante qui pousse et qui grimpe pour les murs de la maison.
et qui petit à petit, avec des contributions soit qui viennent de lui, de la littérature, ou des autres, ses encadrants ou des autres chercheurs, c'est une lierre qui pousse. Et de mon côté, comme vous voyez, moi je ne fais pas beaucoup de notes, mais par contre, j'ai beaucoup besoin d'imprimer des articles et des chapitres de livres, de faire des photocopies. Voilà. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus facile, surtout quand je n'avais pas d'accès à tous ces matériaux chez moi. Donc, c'était important d'avoir les documents en physique. Et donc, à la fin de ces projets de recherche, moi, j'avais un tas de papiers avec des petites annotations aux marges, des surlignés, avec des gommettes pour identifier des choses qui étaient intéressantes pour ma recherche. Et moi, j'ai décidé de faire quelque chose avec. Ma soutenance de thèse s'est passée il y a un mois, donc récemment docteur, finalement. Et j'ai décidé de faire quelque chose de différent pour cette soutenance. Donc, j'ai fait une installation des modèles de la ville, des photographies et des avions en papier. Ces avions en papier, ce sont ces matériaux de recherche. Ce que vous verrez tout à l'heure dans les foyers. Donc, tout cela pour vous expliquer un peu ma procédure créative. Pour moi, heureusement, les confinements, c'est ça qui représentait pour moi les confinements. C'était une façon différente d'abord de voir, d'analyser mon sujet de recherche, donc l'espace public, mais aussi c'était une opportunité pour explorer ces côtés plus créatifs, d'essayer de prendre l'espace public, de l'intégrer dans l'espace intime, de faire quelque chose à la fois de matériel et d'immatériel. Donc c'était tout le temps une sorte de danse avec du pied, entre recherche très pragmatique et la rêverie créative. Donc, je vous remercie de votre attention et nous avons toujours assez de temps pour échanger, pour poser des questions. Et sinon, on pourra échanger quand vous serez de l'autre côté en regardant les œuvres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Edna pour cette présentation et l'explication un petit peu des œuvres que vous présentez donc dans le foyer de cette salle. Ce que je vous propose, c'est peut-être que nous enchaînions avec la dernière intervention par Sylvie Crinquant, notre collègue de Thiel, et François-Xavier Maillot. Et puis ensuite, nous pourrons discuter ensemble, poser quelques questions aux uns et aux autres. Voilà. J'ai le droit, François, de bouger le pupitre? Parce que je suis complètement éblouie, là. C'est mieux pour les caméras. Ah, bon. Bien. Eh ben, bon, je vais commencer par des remerciements. Merci beaucoup, Christelle, de cette présentation et d'être venue à la rescousse pour organiser cette soirée, puisque nous avons eu des petits contretemps. Merci aux deux intervenants précédents, Jacques que je ne vois pas mais je vois rien du tout, donc, et Edna dont je sais qu'elle est là. Merci également à Marie-Odile et à Pascal qui ont contribué à l'organisation tout à l'heure, et Marie-Odile qui a préparé des panneaux que vous pourrez voir tout à l'heure aussi. Et puis par anticipation, c'est super, merci. Ben oui, sinon ah voilà, comme ça. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup.
Donc j'étais dans les remerciements, donc je continue. Par anticipation, merci à Alizé, à Chloé et à Quentin de leur participation à la fin de mon intervention. Et je souhaite moi aussi, comme Christelle tout à l'heure, envoyer des pensées très chaleureuses à Cécile Iglesias, qui a organisé cette soirée et ne peut malheureusement pas y participer. Donc moi, je vous parle en tant que membre de l'équipe intime du laboratoire TIL, Texte, Images, Langage, de l'Université de Bourgogne. C'est un laboratoire qui réunit des chercheurs en littérature, en civilisation, en linguistique, représentant les cultures anglophones, germaniques, italiennes et hispaniques, donc sur plusieurs continents. Le projet de recherche que nous ouvrons ce soir sera donc conduit en collaboration avec un autre laboratoire dijonnais, le PSIDREPI, Psychologie, Dynamique relationnelle et Processus identitaire, dont François-Xavier va vous parler juste après, à la fin de mon intervention. Au sein de l'équipe intime, nous travaillons sur la représentation de l'intime, à travers la littérature, l'image fixe ou mobile. À notre époque où tout se dit, tout se dévoile sans cesse, où l'existence semble en permanence destinée à être exhibée sur les réseaux qu'on dit sociaux, que peut-on encore considérer comme intime ? On peut même se demander s'il reste un espace intime, non encore dévoilé, et justement notre travail consiste à le débusquer, à y réfléchir. Donc nous travaillons aussi sur l'expression de l'intime, à travers la littérature, à travers les arts, mais également à travers des formes traditionnellement considérées comme telles, le journal et la correspondance. Alors peut-être pour parler un peu de mon équipe, pour commencer, rappeler que le mot intime, ça c'est pas très original, nous vient du latin, intimus, le superlatif du mot interior, qui signifie l'intérieur. L'intime, c'est donc le plus intérieur, le plus profond, le plus enfoui, et par extension, le plus caché. Alain Ray, dans son dictionnaire historique de la langue française, rappelle toutefois que l'adjectif intime était à l'origine utilisé pour, je cite, qualifier une personne très unie, étroitement liée avec une autre. Avant de s'appliquer au début du XVIe siècle, je cite à nouveau, à la vie intérieure, généralement secrète, d'une personne. D'où la gageure pour un photographe. Comment, à partir d'une image qui montre la surface, suggérer cette profondeur qui caractérise l'intime. Et pourtant, nous avons bien vu des photos qui nous semblaient tout à l'heure peut-être représenter des moments intimes. Même gageure pour l'écrivain ou l'écrivaine. Si ce que je ressens est enfoui au plus profond de moi, comment puis-je le faire affleurer à la surface et comment puis-je le partager ? Le seul fait de le partager ne rend-il pas mon expérience moins intime, justement ? Pas tout à fait, puisque je citais exprès Alain Ray, avec les dictionnaires, dès le début de son utilisation dans la langue française, le mot intime fait référence à une relation. Ce qu'a brillamment analysé le philosophe François Julien dans son ouvrage de l'intime, Loin du brillant amour, dont je vous recommande vivement la lecture. C'est un livre passionnant, comme tout ce qu'écrit François Julien d'ailleurs. Donc il dit, petit 1, l'intime est le plus essentiel en même temps que le plus retiré et le plus secret, se dérobant aux autres. Petit 2, l'intime est ce qui associe le plus profondément à l'autre, A majuscule, et porte au partage avec lui. Partage, et pas exhibition, bien sûr. La relation intime serait alors celle par laquelle nous partageons ce que nous avons de plus profond avec autrui. L'intime est donc à la fois profondeur et relation. Profondeur réservée à quelques proches, et cela implique une définition à géométrie variable selon l'époque et selon le caractère de chacun et de chacune. Les proches avec qui je désire partager mes pensées ou mes expériences intimes sont sans doute moins nombreux que les amis rencontrés sur les réseaux sociaux par certains adolescents, qui exhibent des images qui, pour une femme de mon âge, ressortent de l'intime non partageable. Definitely, dirait-on en anglais. Ce qui complique en effet les choses, c'est que ce qui se cache derrière l'expression le plus profond varie en fonction de l'époque, de la culture, mais aussi de l'individu. À l'époque de Louis XIV, les rois de France partageaient avec leur entourage des actes de la vie courante qui sont jugés aujourd'hui intimes. On pourrait trouver de nombreux exemples. Et ce qui est intéressant chez François Julien, c'est que c'est un sinologue et donc il s'appuie sur la culture chinoise
avec d'autres codes, notamment concernant l'intime, que les nôtres. Donc depuis plusieurs années, nous travaillons sur ces notions au sein de mon équipe de recherche, en abordant l'intime sous différents angles. Et c'est ainsi qu'en 2019, avec ma collègue Paloma Bravo, nous avons publié un ouvrage intitulé « L'intime à l'épreuve des contraintes », que l'on peut considérer comme une forme d'introduction au projet que nous lançons aujourd'hui. Dans cet ouvrage, nous prenions en compte tout type de contraintes. La contrainte physique ou matérielle. Tout d'abord, quelle intimité reste-t-il aux personnes en situation de handicap ou de forte dépendance? Nous avions parlé de sexualité assistée à cette époque-là. Mais aussi la contrainte politique, avec une réflexion sur l'intime ou ce qu'il en reste en dictature. Alors l'exemple qui m'était venu en travaillant, c'était celui du film « La vie des autres » de Florian Henkel, qui montre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, comment un inspecteur de la Stasi espionnait les gens chez eux en Allemagne de l'Est. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui sur la Russie nous donne à peu près la même atteinte à tout ce qui peut relever de l'intime. Et puis enfin, la contrainte formelle. Comment est-ce qu'on exprime une voix profonde tout en respectant des codes théoriques tels le code du sonnet, le code du haïku, par exemple, ou de la photographie? Notre hypothèse, c'est que l'intime se trouve toujours à se dire, parfois en décalé, parfois de manière déplacée au sens psychanalytique du terme, et notre travail consiste encore une fois à le débusquer. Notre hypothèse aujourd'hui, c'est que le premier confinement a créé des conditions extraordinaires, parce qu'extrêmement contraignantes à une époque où nous avions pris l'habitude de vivre très libre. Privation de notre liberté de mouvement, impossibilité de voir ses amis et ses proches, et par conséquent, repli sur soi, dont on nous dit aujourd'hui qu'il aurait rendu certains dirigeants russes complètement fous. Mais ça, c'est des rumeurs. Possible dans un État non totalitaire où je ne risque pas de me faire arrêter en sortant de cette salle, j'espère. Nous travaillons depuis 2 ans sur les lieux de l'intime, avec notamment une réflexion sur l'architecture. Et la géographie de ces lieux a été complètement bouleversée par le premier confinement. Je me rappelle dire à des étudiants en faisant cours à distance que j'avais le sentiment de les laisser entrer dans mon bureau, chez moi. Et c'est un lieu extrêmement privé, où je ne range pas d'ailleurs, donc je ne tiens pas à ce que n'importe qui vienne voir le désordre. De même, toujours en faisant cours à distance, la décision de laisser la caméra éteinte venait clairement, pour certains de mes étudiants, du désir de ne pas montrer le lieu où ils habitaient. Et donc, la frontière entre deux univers d'ordinaire bien distincts était complètement floutée par la situation. C'est également à cette occasion que j'ai pu faire la connaissance des chats de nombreux étudiants et collègues d'ailleurs, parce que les chats, eux, semblaient beaucoup plus intéressés par mes cours que d'autres. Et on les voyait passer. Donc pour moi, le souvenir du premier confinement, ce sera des histoires de chats aussi. Et donc j'aimerais partager avec vous brièvement une expérience que j'ai conduite pendant ce premier confinement. Donc il y a un de mes groupes dans lequel j'enseigne un cours sur le journal intime. Et depuis longtemps, j'avais l'envie de proposer une expérience d'écriture collective. Confronté à la détresse de certains étudiants, dont certains étaient isolés sur le campus, sans pouvoir rentrer chez eux pendant tout le temps du confinement, dans une chambre en CTU, j'ai donc proposé à tous les volontaires de toutes mes classes de se mettre à tenir un journal, qui pouvait être écrit ou visuel, et dont j'avais suggéré par souci pédagogique qu'il soit tenu en anglais. Aussi parce que la distance offerte par la langue étrangère me semblait propice à permettre de s'exprimer. Ma partie du contrat, c'était de fournir une amorce tous les matins, pour donner une idée. Elle aussi sous forme de textes, de questions, de dessins humoristiques, de chansons parfois, ce qui me venait à l'esprit. Et de réunir, deuxième partie du contrat, de réunir les participants en ligne une fois par semaine pour faire le point sur l'écriture. Une dizaine de personnes ont tenté l'aventure, et cette écriture quotidienne leur a visiblement été utile pendant le confinement. Nous nous sommes réunis en présentiel, c'était une autre partie du contrat, dès que la situation sanitaire l'a permis, et chacun d'entre nous est reparti avec un petit volume, des textes partagés, que nous avions reliés à la main. Cette expérience m'a donné à réfléchir, notamment sur l'importance de la temporalité dans cette époque, où nos repères étaient mis à mal. Et ce qu'on a vu avec les photographies montre exactement le même besoin. Il était essentiel de marquer chaque jour, de mon côté par son amorce, mais aussi de préserver un lien qui d'ordinaire semble acquis,
mais qui devait être réaffirmé dans les circonstances. Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'un lien véritablement intime, mais tout le groupe a décidé assez rapidement que nos échanges resteraient privés. Nous avions parlé d'une restitution, et cette restitution, donc, ça a été un petit volume unique, privé, qui ne serait pas partagé. Une forme d'intimité improbable, au départ, s'est donc créée grâce au confinement. Il me semble que les deux interventions qu'on vient d'entendre viennent de montrer des démarches tout à fait comparables, c'est-à-dire des manières de témoigner d'un quotidien qui était exceptionnel, et peut-être des manières aussi de reprendre un tout petit peu la main sur un quotidien qui nous échappait complètement du fait des contraintes. Donc la dimension temporelle me semble vraiment très importante, ce besoin qui est justement caractéristique du journal intime, d'écrire tous les jours, peut-être pour éviter que ces jours ne fusionnent et ne finissent par disparaître. Et pourtant, c'est vrai que quand je pense aux 2 années qui viennent de s'écouler, moi j'ai l'impression d'un genre de magma. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le temps a passé très vite et finalement, je ne saurais pas trop dire ce qu'il en restera. Mais aussi, c'est l'autre raison de notre projet, il nous semble important de réfléchir à la créativité. Christelle en a parlé plusieurs fois, créativité suscitée par les circonstances. Et c'est la raison pour laquelle, en forme de clin d'œil, Marie-Odile a regroupé ici certains des dessins humoristiques qui ont fleuri sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement pour disparaître ensuite pratiquement complètement dès le second confinement. Parce que le premier confinement, souvenez-vous quand même, c'était les membres, enfin c'est mon souvenir à moi, mais on est dans l'intime, hein, c'était les membres du ballet de l'Opéra de Paris qui répétaient à leur domicile. Je revois cette danseuse faire les pointes au-dessus de sa petite fille dans sa cuisine. C'était les musiciens des grands orchestres qui jouaient chacun chez eux, mais ensemble, grâce à la technologie. C'était l'irruption de Zoom, de Teams et des autres, au cœur de notre espace privé, dans nos habitations. C'était le floutage de la frontière qui existe d'habitude naturellement, nous semble-t-il, entre privé et public. C'est également à cette occasion qu'un collègue de l'université de Grenoble, Yann Echinard, a commencé à poster sur sa page Facebook des chroniques quotidiennes inspirées de l'actualité, et aujourd'hui publiées sous le titre « Le tour du monde d'un confiné en 79 jours », dont je vous recommande vivement la lecture. J'espère que nous aurons l'occasion de l'entendre présenter sa démarche dans les mois qui viennent, parce que Yann Echinard, qui se décrit dans sa 4e de couverture comme un homme sur roulette, parce qu'il est en fauteuil, est particulièrement sensible aux conséquences du confinement et au paradoxe d'un handicap qui peut peut-être s'avérer inspirant. Il semble donc que ce face-à-face obligé avec nous-mêmes a aussi suscité notre créativité, ou, à tout le moins, notre envie de dire, de parler. François Julien émet l'hypothèse que l'intime serait notre dernière force de résistance. Sans peut-être aller jusque-là, il me semble quand même intéressant de considérer notre capacité à préserver un espace intime comme une marque de notre humanité, et une marque essentielle de notre humanité, qu'il serait dangereux de perdre au profit de l'étalage complaisant de nos vies. Cette période a donc suscité nos interrogations de chercheurs, et 2 ans après, nous y revenons avec ce travail de recherche. Donc la base du travail, Christelle l'a rappelé, c'est le questionnaire que vous pouvez télécharger grâce au QR code qui est sur votre programme. Ce questionnaire se concentre sur la perception du confinement, mais nous vous invitons également à répondre à accompagner votre réponse de commentaires libres. Nous dépouillerons ensuite les questionnaires avec les collègues du Psy de Répit qui ont la compétence pour le faire, et nous espérons avoir des analyses passionnantes. Et donc, pour conclure, je voulais partager avec vous certaines des réponses que nous avons eues au questionnaire, que nous avions laissées dans des boîtes dans plusieurs endroits de Dijon. Donc, je vais lire à chaque fois une question et plusieurs personnes dans la salle vont répondre. Première question, c'était « Qu'as-tu arrêté de faire pendant le confinement ?» Aller au bar. Travailler pour mon employeur. Deux réponses classiques sur et fréquentes sur cette première question. La seconde question, c'était « Qu'as-tu commencé à faire pendant le confinement ?» Ranger l'appartement. Regarder de nouvelles séries. J'ai commencé à assumer la personne que je suis. À m'angoisser pour mes proches. Me reconnecter avec moi-même. Qu'as-tu découvert sur toi-même pendant le confinement ? Qu'il est important de garder un rythme journalier. Que la solitude ne fait pas de mal.
que je pouvais être végétarienne. Ma femme. Mon mari. Ce ne sont pas les deux mêmes personnes qui ont répondu ces deux réponses-là, je précise. Le confinement a-t-il changé ton rapport aux autres? Je ne sais pas, je me sens moins dépendante des autres. Je suis enfin tombé fou amoureux. En quelque sorte, les distances sociales sont parfois plus simples à comprendre. Oui, finalement, les gens m'ont quand même manqué. Qu'est-ce qui t'a paru particulièrement contraignant pendant le confinement? De remplir l'attestation. Rien, c'était le bonheur. Les rayons vides de bière chez Monoprix. Le confinement a-t-il été aussi libérateur pour toi sur certains points? Oui, pour comprendre ce qui est essentiel. Évitement de contacts sociaux obligés ou dits polis. Oui, je veux un équilibre de vie pro plus sain avec le télétravail. Tout était atroce. Merci. Et donc, pour terminer, deux témoignages complets. Donc, le premier qui va être lu par Pascal. Je me présente, Philippe, agent de sécurité. Comme beaucoup de mes collègues, je me suis retrouvé en première ligne, hélas. À ce moment, j'étais aussi conseiller municipal de talent. Qu'as-tu arrêté de faire pendant le confinement? Ma vie associative, une grande partie de mes activités d'élu. Qu'as-tu commencé à faire pendant le confinement? Apprendre la cuisine, il était temps de le faire, me replonger dans les photos de famille, commencer mon arbre généalogique, faire le point sur ma vie privée, professionnelle, politique, le tri aussi dans mes connaissances. Qu'as-tu découvert sur toi-même pendant le confinement? Mon niveau de patience, mon bon côté de faire du sport. Le confinement a-t-il changé ton rapport aux autres? Totalement, au niveau professionnel surtout. Il faut savoir que nous, les agents de sécurité, avons beaucoup souffert dans les magasins. Les clients étaient totalement infects envers nous. Parfois, nous insultant, menaçant 2 fois. On m'a foncé dessus en voiture sur le parking du magasin. À l'entrée du magasin, ils prenaient plaisir à nous jeter du gel. J'ai aussi le vrai visage du commerce. Rien à faire si les vigiles sont victimes de ceci ou cela. Le tout, c'est que les clients consomment le plus possible. C'est notre objectif. Petit à petit, j'ai été de moins en moins sympa avec les clients en leur disant ma façon de penser. Et surtout cette phrase, si vous avez un problème, écrivez au président de la République, c'est gratuit. Déçu, certainement par l'entreprise pour qui je travaillais, refusant de nous accorder une prime, aucun suivi psychologique pour des raisons de budget. Il y avait par contre de l'argent pour des choses très futiles. Le bon côté, j'ai appris à mieux connaître mes collègues et apprendre. Et pour certains, j'ai appris à retrouver les points communs avec certains. Mais le plus beau fut de voir des personnes qui avaient vu que je passais le soir à la même heure devant chez eux. Chaque fois, ils me disaient merci. C'était fou, mais merveilleux pour le moral. Au niveau municipal, j'ai découvert certains voisins et voisines sous leur vrai visage. Et j'avoue avoir eu peur dans un cas en particulier. Le dévouement de certains membres du personnel de la mairie. Vraiment de magnifiques personnes. Je vivais dans le quartier sensible de Belvédère et témoin d'actes de solidarité entre les personnes, impensables jusque-là. J'avoue que le confinement fut la plus belle période de ma vie en tant qu'élu. Qu'est-ce qui t'a paru particulièrement contraignant pendant le confinement? Le manque de savoir-vivre des voisins.
devoir subir cela chez moi chaque jour et ne pas pouvoir récupérer, certainement. Le confinement a-t-il été aussi libérateur pour toi? Oui, au niveau de ma vie privée. Merci. Et le dernier texte que va nous lire Alizée. Infirmière auprès de personnes âgées, pas de télétravail possible, ni d'arrêt. Le confinement a été une période grise. Aucune vie sociale ni familiale en dehors du travail. J'ai redécouvert l'importance de vivre ensemble. Un repas partagé sur WhatsApp ne remplace pas un repas autour d'une même table. Également une période de stress. Rien ne remplace le toucher pour réconforter une vieille personne désorientée, perdue. Oui, mais si cette étreinte la rend malade? Enfin, de la colère contre notre société. L'arrêt des déplacements et la baisse de consommation a été bonne pour la planète. Mais dès la fin des confinements et malgré la nouvelle vague de Covid, tout repart comme avant. Et pourtant, la mort fait partie de la vie. Merci beaucoup. Et ce dernier texte, je pense, fait une transition avec ce que va vous dire François-Xavier, puisque son laboratoire a travaillé sur des journaux de bord de soignants pendant le confinement. Merci beaucoup Sylvie pour l'organisation de cette intervention aussi. Et merci également aux deux interventions qu'on pu avoir juste avant. Je vous remercie aussi Madame la doyenne Seriche aussi de pouvoir être aussi présente ce soir. Donc, je m'appelle donc François-Xavier Maillot, je travaille comme psychologue clinicien, comme docteur aussi en psychologie clinique et psychopathologie. Je suis chercheur associé au laboratoire de psychologie psydérapie, donc, qui regroupe deux équipes, une équipe de psychologie sociale et une équipe de psychologie clinique et de psychopathologie. Et actuellement, on se recentre pour travailler ensemble autour de trois axes. Un axe sur les vulnérabilités, ressources, dispositifs d'accompagnement, un axe sur la régulation, les émotions, et un axe sur les processus identitaires. Donc, plusieurs choses me viennent, notamment par rapport à la force de ton intervention, Sylvie, sur la définition de l'intime. Parce qu'évidemment, en psychologie clinique, on travaille sur l'intime, sur la souffrance de l'intime, sur aussi ses possibilités de ressources, ses possibilités créatives, mais qui engendrent toujours aussi un coût psychique. La créativité n'est jamais, en quelque sorte, gratuite. Et ça me fait aussi écho, finalement, à la parole qu'on a pu voir tout à l'heure, sans sortir. On voit déjà la conflictualité que ça engage aussi de pouvoir tenir si on est à se rattacher, des fois à s'accrocher à des maximes, le tenir un petit peu coûte que coûte, avec une temporalité effectivement qui nous échappait, une temporalité matérielle par rapport à notre temps intérieur, notre temporalité psychique. Donc on a effectivement au sein du laboratoire pu travailler de façon croisée avec à la fois donc l'équipe de psychologie sociale avec Madame Edith Salès-Villemin, avec Brigitte Minondo et puis aussi Laurent Ozou, et du côté clinique avec Christelle Viodet pour étudier le confinement, mais le confinement chez les professionnels du médico-social et du social, en prise avec donc la crise générée par le Covid-19 pendant ce premier confinement, à travers l'appréciation, l'étude de journaux de bord, des monographies institutionnelles, où on a pu à la fois du côté social essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait en termes de représentation du travail, de qualité de vie au travail, et du côté de psychologie clinique, on a vraiment essayé de s'attacher à essayer de comprendre ce qui pouvait se jouer en termes de psychopathologie du travail, donc finalement de souffrance au travail, en gardant à l'esprit que finalement la souffrance au travail a toujours existé de tout temps. Chaque période contextuelle a son lot de psychopathologie au travail. On a beaucoup parlé de la dépression des années 60. Aujourd'hui, on aurait d'autres développements à dire autour de la souffrance au travail. Et donc de ne pas tomber finalement dans le piège qui pourrait consister à considérer que la personne qui souffre au travail serait une personne qui ne serait pas suffisamment adaptée à l'organisation du travail. Que l'organisation du travail en tant que telle produit des souffrances qui sont spécifiques
et qui ne sont pas liées à ce que l'individu ne serait pas en possibilité de faire, avec une double dimension un peu culpabilisatrice. Et là, on voit un peu l'émergence de la psychologie comportementale avec du coaching, à réadapter les personnes au travail parce qu'elles auraient des problèmes individuels qui les empêcheraient de pouvoir être des bons travailleurs. Donc finalement, dans ces études des journaux de bord, on a pu essayer de déterminer un certain nombre de choses que brièvement il serait possible d'ouvrir avec d'autres considérations plus spécifiques par rapport au recueil qu'on est en train de faire ensemble. On pourra le travailler aussi par la suite. Mais dans ces journaux de bord-là, on avait pu lister du côté de la psychologie clinique quelques thématiques. Donc la question de la temporalité, encore une fois. Nous, on est très attachés à la question de la temporalité qu'on appelle la temporalité psychique, notre temps intérieur qui ne connaît pas le temps métaphysique, ce que Freud appelait le Zeitlos, le scandale hors temps, pour reprendre un petit peu aussi les propos de Kristeva. Et comment finalement ça a pu faire aussi, comment on a pu s'étayer dans cette période où le temps matériel, descriptif, objectif du dehors était lui figé. Et qu'est-ce que ça a pu générer comme conflit intérieur et aussi qu'est-ce que ça a pu développer comme ressources. Alors quand je parle de ressources, nous on pense aux mécanismes de défense ou alors les stratégies d'adaptation. Donc là on a pu en voir quelques-uns ce soir de mécanismes autour de l'humour. L'humour aussi qui est un très bon mécanisme de défense. Nous on les nomme des mécanismes de défense matures. Et en même temps, dans quelle mesure, dans cette crise exceptionnelle, nous on proposait le terme de principe de déréalité, c'est-à-dire de pouvoir intégrer ce principe de réalité hallucinant qui nous a mis en difficulté pour penser nos pensées. Dans quelle mesure, finalement, ce principe de réalité hallucinant, par ses défenses un petit peu autour de l'humour, nous ont permis aussi, dans une certaine mesure, des fois, de ne pas être dans une forme de tristesse plus profonde, ce que nous, on nomme un petit peu sur le plan clinique des luttes aux allures antidépressives. Donc finalement, on voit le coût que ça peut générer, mais surtout aussi la portée qui est toujours adressée vers l'autre de la créativité. Le s'en sortir, on voit bien qu'il y a une dimension d'adressage extrêmement forte, l'adressage du lien. Sur la définition de l'intime, qui encore une fois peut nous parler beaucoup, nous en tant que cliniciens, par rapport à cet intime aussi qui peut souffrir. Dans quelle mesure, dans cette période-là aussi, c'était finalement ce que nous on appelle la psychopathologie, c'est-à-dire la souffrance comme une absence de lien et comme une extrême sensibilité. Et dans notre approche, on essaie vraiment de développer cette clinique autour du doute et du sensible de l'intime. Donc à la fois une étude où on a pu essayer effectivement de mettre en lumière certains mécanismes de défense, dont certains qu'on a considérés comme spécifiques à la crise, et d'autres types de thématiques que je ne vais pas développer ici, parce qu'encore une fois, on s'était dit avec Sylvie que ce serait intéressant de pouvoir prendre après un temps d'échange par rapport donc soit à l'issue de cette intervention-là, ou tout à l'heure, dans le moment plus convivial, on pourra peut-être échanger sur cette période très exceptionnelle. Et puis finalement, en partant de certains de ces travaux, donc là qu'on a pu faire ensemble sur le travail, ça nous semblait très naturel, et je parle là sous le contrôle de Sylvie, de rattacher la dimension de la littérature avec aussi la question de la psychanalyse. Je pense aux travaux que tu as pu faire avec Christelle Viaudet sur le lien très proche qu'il y a entre narrativité et psychanalyse, et souffrance et créativité. Et donc de partir aussi de ce point de vue-là, avec un regard complémentaire, donc plus sur le côté aussi des représentations sociales par rapport au laboratoire de psychologie PsyDREPI dans sa perspective sociale, et puis plus du côté du vécu clinique, et de la souffrance et de la créativité, effectivement, dans la façon dont cette souffrance va être plus ou moins adressée à l'autre. On a pu voir aussi cet élément assez particulier dans les journaux de bord par rapport aux professionnels. Je reviens un petit peu en arrière par rapport à ça. C'est de la façon aussi dont c'est adressé. Il y a aussi des fois une forme de porte-culpabilité, c'est-à-dire de faire
porter la souffrance à l'autre comme une forme de témoin, comme s'il y aurait finalement un mandat un petit peu invisible qui pourrait se faire, car on a vraiment besoin de l'autre aussi. On a aussi besoin de l'autre pour partager sa souffrance, mais on a aussi besoin de l'autre pour partager aussi sa créativité et stimuler ses forces de vie. Donc beaucoup de travail et de créativité, encore une fois aussi en perspective à travers ces deux approches littéraires et psychologiques. Je vous remercie. Donc, je ne sais pas si vous voulez poser des questions maintenant, nous quatre, ou si vous préférez poser des questions de manière privée autour d'un verre et de quelques gougères. Y a-t-il des questions? Oui. Voilà, on va se passer le micro. Moi, j'en avais une pour Edna. Donc, votre objet d'étude, c'est l'espace public. Et c'est vrai qu'on a eu une expérience qui a été bouleversante. Et ma question, c'était, est-ce que vous pensez que l'espace public va évoluer? Est-ce qu'il va y avoir des transformations liées à l'expérience qu'on a vécue? Est-ce qu'on va penser l'espace public différemment? Peut-être est-ce que vous pouvez vous approcher ici pour répondre? Oui, en fait, précisément ces questions de comment la crise sanitaire transforme l'espace public, c'était un sujet absolument d'actualité. Moi, j'ai participé pendant le confinement dans plusieurs webinaires où on parlait sur déjà les solutions immédiates telles que l'urbanisme tactique ou éphémère, comment ça pouvait nous aider à revaloriser l'espace public, les requalifier dans un contexte d'urgence. Et puis, qu'est-ce que ça pouvait continuer, ça pouvait rester de ces transformations éphémères. Mais c'est que, même mon constat vis-à-vis ce type de discussion, c'est qu'il y avait une sorte d'universalisation sur l'usager. On parlait on était tous confinés, on a tous raté notre contact avec l'espace public, mais au fait, ça, c'était pas vrai du tout, parce que déjà, les soignants, ils sont pas manqués de sortir, pas pour faire du sport, pour s'amuser, mais ils continuent à sortir. Il y a eu des gens, précisément comme je disais tout à l'heure, qui travaillent dans un contexte économique informel, dont leur livelihood dépend. Leur mode de vie, peut-être? Ou Oui, leur survie. Oui, c'est ça. Oui, Leur survie financière, merci beaucoup, dépend du contact avec les autres. Et oui, dans des quartiers sensibles, c'était difficile aussi de rester confiné, parfois dans des espaces surpeuplés, mal équipés. Donc, les confinements, ce n'était pas très strictement suivi. Et en plus, ils étaient parfois criminalisés pour faire ça. Donc, je pense qu'il y a eu ce type de nuance. Alors, on a tous été affectés par le confinement. Si, mais comment? Et je pense que ce type de nuance va nous donner des réponses beaucoup plus intéressantes dans l'avenir pour reconfigurer les espaces publics pour qu'ils soient plus résilients, mais aussi plus inclusifs. Et je pense que ce type de réflexion sur la vie des autres, évoquant le titre du film allemand, c'est ça qui est essentiel pour vraiment reconfigurer les espaces publics. Alors, je vais me permettre de vous poser une question sur une des dernières expressions que vous avez utilisées, un espace urbain résilient. Qu'est-ce que ça pourrait être? Sans vous piéger, hein, mais... Bon, il y aurait deux notions sur c'est quoi la résilience. C'est d'abord la capacité de tenir le coup. Et après, c'est la capacité de s'en sortir. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est très délicat
parce que parfois on tient le coup, et je pense que le côté psychologique, on peut bien comprendre ça. Et ça ne veut pas dire qu'on est bien. On peut être très résiliente malgré nous. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Donc pour Edna, François-Xavier, Sylvie derrière moi ou Monsieur Revon? Pas de questions. Bah, écoutez, je vous remercie tous les quatre pour vos interventions et ces pistes de réflexion que vous avez lancées sur un sujet. Donc on se donne peut-être rendez-vous dans quelques mois quand vos travaux auront un petit peu avancé. Vous aurez tous rempli notre questionnaire. Voilà, il y a une obligation, vous ne pourrez pas... Voilà. Mais vous ne pourrez pas sortir de cette salle sans avoir promis, juré de remplir, non pas l'attestation, mais de répondre au questionnaire. Et puis pour que cette soirée et ces échanges se terminent d'une façon agréable, eh bien, je vous invite à ce que nous nous retrouvrions dans le foyer de cette salle pour boire un verre et poursuivre les discussions de façon plus individuelle. Donc merci encore à tous pour votre participation. J'ai oublié tout à l'heure aussi de remercier les 26 photographes témoins de l'association parce qu'ils nous ont effectivement, grâce aux clichés qu'ils ont pris régulièrement, certains très artistiques, d'autres très intimes, comme tu le disais Sylvie, eh bien, ils nous ont permis de revivre un moment important. Voilà, merci à tous et puis au plaisir de vous retrouver prochainement.